D'accord, donc dernière table ronde de la journée. Donc merci encore d'être resté toute la journée ou d'être venu pour la dernière table ronde. On remercie une nouvelle fois l'Académie du Climat de nous accueillir et nos intervenants qui sont venus, qui vont vous être présentés par Aïn Sané. On ne pouvait pas faire une journée sur le sport, l'écologie, la biodiversité sans parler de l'éléphant au milieu du salon, on pourrait dire, les événements sportifs et les giga-événements sportifs qui fleurissent, qui sont toujours plus nombreux et qui, par exemple, sont souvent accueillis par la France. On l'a vu avec l'Euro 2027, non, l'Euro 2016, ensuite la Coupe du Monde en 2018 de football, les JO 2024, la compétition de rugby, donc la Coupe du Monde en 2023 également. Donc en fait, la France accueille régulièrement de très très gros événements sportifs qui ont un impact en termes d'impact carbone, de tous les voyageurs qui peuvent venir assister aux événements, mais aussi aux infrastructures qui seront construites pour tous les équipements nécessaires. Donc on a plusieurs volets d'un impact lié à ces giga-événements et on va parler justement de leur gigantisme. Ça va faire écho aussi avec la table ronde de ce matin. On a entendu parler des Eco Games qui sont un peu une nouvelle vision d'événements qui seraient plus petits. Et on va comparer ça aussi aux très très grands événements. Donc là, on va plutôt parler de ces grands événements. Aïn Sané, je te laisse présenter nos intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter une femme d'abord, Claire Pignon. Alors, tu as suivi des études de sciences politiques, tu as de nombreuses expériences en tant que chargée et mission dans le domaine de la biodiversité. Actuellement, tu es chargée de projet biodiversité à la Fédération française de golf, où tu travailles conjointement dans le cadre du programme et label Golf pour la biodiversité. C'est un partenariat qui a été formé avec le Muséum d'histoire naturelle et on en parlera davantage dans les questions que je poserai tout à l'heure, parce que je vais vous cuisiner. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Müller, professeur à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne en Suisse. Vous vous intéressez sur les questions de transition écologique dans leur dimension urbaine et vous travaillez aussi en termes d'axes de recherche sur la durabilité des grands événements sportifs, des principaux bâtiments, des événements culturels, et c'est pourquoi vous avez développé avec un master, si je ne me trompe pas, et dirigé les premières références mondiales sur la durabilité des Jeux Olympiques et les grandes organisations culturelles. Et j'ai retenu que vous avez rédigé un article qui a été publié dans le Nature Sustainability, pardon pour l'accent anglais. Vous proposez plusieurs pistes de réflexion sur les JO qui seraient davantage soutenables, davantage écologiques, avec moins de spectateurs, moins d'athlètes. Et puis, finalement, Thomas Pérez Vitoria, vous êtes agent à la ville de Paris, où vous travaillez depuis plus de 25 ans. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans les cabinets des élus parisiens, avant de devenir en 2018 adjoint responsable à l'Agence de l'écologie urbaine, une division qui appartient à la direction des espaces verts et de l'environnement à la ville de Paris. Et donc pour continuer cette introduction, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez préciser le cœur de votre travail, de votre engagement par rapport à la biodiversité qui reste en filigrane, les événements sportifs, et puis plus tard, on posera des questions sur les JO. Peut-être, Claire, si tu veux commencer. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Claire Pignon. Je travaille donc à la Fédération française de golf. Donc, à la Fédération, nous, on travaille principalement sur 3 sujets. Alors, le premier et le plus important, en tout cas, qui a fait le plus parler, c'est la gestion de l'eau. Le second, la gestion durable des parcours. Et mon sujet, enfin, la biodiversité. Et depuis quelques années, la fédération s'est un peu renforcée sur ces sujets. Et on a aujourd'hui une personne chargée de chaque sujet. Donc, on peut se focaliser, en tout cas, à 100% sur nos sujets. Je me répète un peu, pardon. Donc, moi... Ah, la petite photo n'est pas là ? Non, je voulais dire la photo sur le golf, mais c'est pas grave. Parce que c'est juste pour illustrer ce que je... Non, c'est pas celle-ci. Mais c'est pas grave. Ah voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce sur quoi je travaille. Donc moi, je m'occupe du programme et du label Golf pour la biodiversité. Donc comme vous le voyez, là, c'est un parcours de golf. Donc vous voyez que les zones en vert assez claires représentent le parcours en lui-même, donc la zone de jeu. Et tous les espaces autour, ce sont des zones hors jeu ou des hauts rough, comme on l'appelle. Donc là, c'est toutes les zones un peu de prairie autour. Et c'est sur ces zones-là que vont se concentrer les actions que nous, on fait dans le cadre du programme. Donc ce programme, il a été établi en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle qui a fait tout le cahier des charges et qui s'occupe, c'est vraiment notre partenaire scientifique et technique sur ce projet. Et donc ce programme, il permet aux clubs de golf de connaître la biodiversité qui est sur leur golf, d'agir en faveur de cette biodiversité et également de sensibiliser à la biodiversité, alors non seulement les joueurs, mais aussi en lien avec le territoire, les personnes qui ne sont pas forcément familières du golf. Et donc voilà, c'est ce dont je m'occupe. Et en fait, ce label, il existe depuis 2018. Il s'est un petit peu renforcé avec les années où on a des demandes de plus en plus importantes et exigeantes envers les clubs. Et on a aujourd'hui 200 golfs qui sont investis dans le programme, sur un total de 700 golfs en France, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et on en a 96 qui sont labellisés, donc il y a différents niveaux, il y a le bronze, l'argent et l'or. Et pour l'instant, on n'a pas encore de golf labellisé or. Et voilà, et je crois que c'est bon pour cette partie. Peut-être pour poursuivre, Thomas, si on revient un petit peu en arrière avec le diapo, parler de ce qui est au cœur de vos missions au sein de l'Agence de l'écologie urbaine, votre rapport à la biodiversité. Oui, donc moi je suis responsable adjoint de l'Agence d'écologie urbaine, qui est donc, comme tu l'as dit, un service de la direction des espaces verts et de l'environnement. On est un petit peu le E de l'ADEV, qui est une espèce de pôle ressources et spécialisé pour l'intégralité de la direction, mais aussi de toute la ville, en matière de biodiversité, mais aussi d'alimentation durable, ce qui est assez lié finalement, mais aussi tout ce qui est mobilisation du territoire, c'est-à-dire tout ce qui est la conscientisation des masses, vous voyez, la sensibilisation sur la question de la biodiversité, de l'alimentation durable. On est aussi les gardiens du respect de la réglementation en matière d'urbanisme et d'espaces verts, gardiens vigilants, extrêmement sévères, et on en reparlera avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Voilà, donc à ce titre-là, on est impliqué dans tout ce qui est la compréhension, la connaissance et le renforcement de la biodiversité en milieu urbain, qui est très riche. Quoi qu'on en dise, et malgré le regard sceptique que je capte sous vos paupières assoupies. Pour terminer cette première question introductive, Martin, votre engagement dans votre travail quotidien à l'Université de Lausanne, sur les questions de durabilité notamment, peut-être préciser un peu cette notion? Oui, volontiers. À l'université, on fait de la recherche et de l'enseignement, en fait. Ce sont mes deux engagements. Dans le contexte des Jeux Olympiques, je suis géographe. Donc, les géographes, on s'intéresse à l'interaction entre le monde social et le monde naturel. Je suis expert des Jeux Olympiques, beaucoup plus que de la biodiversité. C'est bien que mes deux autres collègues ici en savent beaucoup plus que moi. Et à l'université, je crois qu'on a deux responsabilités. La première, c'est d'être indépendant. Donc moi, mon organisation ne s'intéresse pas à ce que je dise tant que ça soit correct et défendable. Du coup, je ne représente pas un point de vue organisationnel, et c'est assez important parce que très souvent, on a des contextes très polarisés quand on parle du sport et de l'écologie. Et le deuxième, c'est un peu de connaître, d'aller au-delà du cas d'étude et connaître un peu les tendances et les systématicités derrière certaines évolutions. Donc, nous, on fait des recherches qui remontent un peu dans le temps et qui sont assez larges aussi. Merci beaucoup. Alors, avec les premières questions que nous aimerions vous poser, qui ont été rédigées par l'ensemble de la promotion Bioterre, c'est sur la question de la biodiversité et de la notion en elle-même. Puisque ça me fait penser qu'elle revêt d'un caractère protéiforme, que ce soit dans la ville de Paris, où visiblement il y a de la biodiversité non pas ordinaire, mais peut-être même extraordinaire, au sein des golfs,
dans les études d'un point de vue théorique. Concrètement, quand on parle de biodiversité, quelles facettes vous rencontrez dans votre travail? Peut-être Martin, quand les instances organisatrices mentionnent la réduction de leur impact, de la durabilité, on parle de quel type d'impact? Et comment il y a une corrélation entre la durabilité et l'impact? Voilà, donc déjà durabilité, c'est un terme qui est important mais aussi problématique parce qu'on peut en comprendre tout et rien en fait. Ici, plus particulièrement, je regarde dans le contexte des JO, en fait, la biodiversité n'est pas quelque chose qui est considéré en général comme très important. Alors, dans le contexte des JO qui sont organisés par le Comité international olympique. Donc si vous regardez la place du climat et la place de biodiversité, ce sont vraiment deux degrés d'importance très différentes. On vient en fait de réaliser dans mon équipe de recherche une étude où on a enquêté auprès d'une septantaine de professionnels du sport, des chercheurs et chercheuses aussi, de la durabilité du sport, les différentes dimensions de l'environnement qui peuvent jouer un rôle dans la durabilité d'un événement sportif, donc que ce soit question de climat, des questions d'énergie, des questions de biodiversité, des questions de géodiversité aussi, par exemple. Et on leur a demandé de classer en fait 9 dimensions différentes dans l'ordre d'importance. Et parmi ces 9 dimensions, le climat était en premier lieu et la biodiversité arrivait en 7e. Et donc, pour moi, c'était assez parlant en fait. Après, on peut s'interroger pourquoi c'est le cas. Je peux vous donner quelques pistes pourquoi c'est le cas pour les JO, plus spécifiquement. Parce que pour les JO, l'écologie qui compte de manière très générale. Ça varie beaucoup aussi entre les villes hôtes et on va en entendre plus après. Mais ce qui compte, c'est la visibilité en fait de l'écologie. Que ça soit quelque chose qui soit visible à l'écran et qu'on peut facilement expliquer aussi à un grand public. Et avec ces 2 éléments, ça devient plutôt difficile avec la biodiversité. C'est une notion très technique qui est beaucoup plus difficile à expliquer. Donc déjà, le terme en soi n'est pas forcément tout de suite facile à comprendre. Et la visibilité, on ne la voit pas, en fait. On ne l'expérimente pas non plus directement, la biodiversité. Le changement climatique, maintenant, on a une idée de ce que c'est. Et le 3e élément, c'est peut-être aussi que aujourd'hui, ce qui est fait et ce qui peut être mesuré. Et avec le climat, on a maintenant un indicateur clé qui sont les émissions CO2, les équivalents d'émissions CO2 qu'on met en avant. Et c'est beaucoup moins clair en fait qui est cet indicateur qui est reconnu auprès d'un grand public aussi pour les grands événements sportifs. Donc voici mes 3 interprétations. Merci beaucoup. Donc juste, oui. Oui, bien sûr. Oui, je me permets juste de dire que c'est super intéressant ce que vous venez de dire et que là, je trouve que le golf est vraiment une des pratiques et qui est d'ailleurs qui va être représentée au JO où cette biodiversité, elle peut se voir et on arrive aussi à la mesurer en faisant notamment, mais ça je pourrais en parler un petit peu après, mais on fait des diagnostics écologiques sur chacun dans le programme sur les golfs, mais aussi dans le cas de notre golf à nous, le golf national, on a fait des inventaires avant et après des grands événements sportifs, justement pour essayer de mesurer l'impact de cet événement sur la biodiversité du site. Et je pense qu'en fait, le golf a alors à la fois la chance et la malchance d'être sur des territoires naturels comme ça, enfin, en tout cas d'avoir des grosses zones d'espace naturel qui peuvent, on essaie en tout cas de mesurer l'impact de ces grands événements. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sports où en fait c'est quasi invisible, voire en fait la biodiversité n'est même pas, en fait, n'entre même pas en compte. Donc c'est là où, enfin voilà, c'est ce que je voulais. Oui, pour rebondir sur les deux, effectivement, mais c'est pas étonnant que le sport n'ait pas directement pris l'enjeu de la biodiversité en premier, ne serait-ce que parce que dans la société et dans le débat politique, finalement,
l'apparition à l'agenda politique et dans l'espace médiatique, et non pas de recherche, mais vraiment l'espace médiatique, donc dans l'opinion publique, les questions de biodiversité sont finalement arrivées plus tardivement après les questions climatiques, pour des raisons que tu évoques, c'est-à-dire la complexité. Voilà, encore maintenant, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité se résume pour beaucoup de personnes à la mort des ours blancs sur la banquise, quoi. Et y compris, en tout cas nous, c'est la difficulté qu'on va rencontrer dans notre travail à la ville de Paris, c'est d'abord un travail de plaidoyer et de conviction sur l'importance et la richesse de la biodiversité en milieu urbain. Voilà, il y a un certain nombre de sites à Paris où il y a plus d'insectes dans Paris que dans la plaine de la Beauce, qui est sulfatée de manière hebdomadaire. Il y a y compris un certain nombre d'espèces qui se réfugient dans les villes parce que depuis la loi Labbé, où il y a l'interdiction des pesticides, voilà, baladez-vous dans un certain nombre de campagnes, vous arrêtez au milieu d'un champ. Vous trouvez que c'est très joli, c'est très fleuri, etc. Mais vous regardez au bord de la route, vous verrez qu'il n'y a plus d'herbes folles, il n'y a plus de coquelicots. Et si vous tendez l'oreille, il n'y aura plus d'oiseaux non plus, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, mais qui commence à se comprendre avec plein de petits détails. Vous êtes encore très jeune, mais si vous vous souvenez aussi pour certains, quand vous preniez la voiture avec vos parents pour partir en vacances, quand vous arriviez, avant même d'arriver à la fin du voyage, vous étiez obligé de nettoyer l'intégralité du pare-brise parce qu'il était couvert de moustiques, couvert d'insectes. Et faites un voyage maintenant et vous allez voir que pas tant que ça. Il y en a même plus beaucoup. Et donc c'est une difficulté parce que sensibiliser le public en leur disant vous vous rendez pas compte, mais on est en train de perdre des millions de moustiques. Intuitivement, c'est pas les gens qui disent « Ah, mince, plus de moustiques, comme je suis ennuyé ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc, tout ceci s'explique. Et par ailleurs, après, oui, il y a un certain nombre de sports qui se déroulent dans la nature. Il y en a beaucoup qui se déroulent dans des infrastructures. Donc, c'est pas toujours... voilà. Tels sont les éléments que je souhaitais compléter à votre connaissance. Vous parliez d'une biodiversité qui est réellement présente à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à préserver ? Pardon ? Il y a encore quelque chose à préserver à Paris en matière de biodiversité. Il y a pas encore quelque chose à préserver. Il y a énormément de choses. C'est fait exprès. Envoyez la slide. Faites péter la slide. Voilà. Non, celle-là. Non, celle-là. Voilà. Oui. Bien sûr, il y a des réservoirs de biodiversité énormes. Vous avez les deux bois, vous avez les grands parcs, vous avez tous les corridors de nature, tous les corridors écologiques que nous sommes en train de créer, de renforcer, et tout ce travail-là. Et donc, bon, voilà, je vais pas vous citer toutes les espèces qui sont là, mais j'ajouterais aussi que la Seine, qui est une trame bleue, comme on dit, puisque vous avez les trames vertes, qui sont tous les trames végétales, les trames brunes, c'est la terre et la pleine terre, les trames bleues, tout ce qui est l'eau, etc. Bref, tout ceci existe dans Paris et demande à être renforcé, protégé, bien entendu, nourri, et c'est ce que nous faisons à la direction des espaces verts, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, il y a un certain nombre d'insectes qui se réfugient aussi, parce que vous allez voir moins de variations de température, et donc on a des thésards scientifiques qui ont travaillé, etc., notamment sur les pollinisateurs, et qui ont pu constater qu'il y avait un certain nombre d'espèces qui étaient beaucoup plus présentes dans des zones urbaines telles que Paris, plus que dans des zones d'agriculture intensive. Et donc, voilà. Après, il y a la nécessité aussi d'intégrer qu'on est dans une ville, qu'il y a des gens, qu'il y a des enfants, que voilà. Donc, on ne va pas non plus mettre sous cloche tous les espaces verts, ni opposer la culture, le sport, à la biodiversité, parce que ça n'a aucun sens. En revanche, il y a des actions intéressantes à mettre en œuvre. On y reviendra sur tout le travail qui a été fait sur les JO, mais voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'éléphant dans le salon, c'est ça ? Voilà, il y a les événements sportifs et il y a surtout tout le reste de l'année avec le sport, mais on en reviendra parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est intéressant et qui rejoint les préoccupations de ma camarade de gauche, qui est située à ma gauche. Okay. Merci. Claire, peut-être pour rebondir sur cette diversité biologique fascinante, qu'est-ce qu'on retrouve sur les golfs ?
Parce que là, c'est la question à 100 points peut-être. Eh bien, sur les golfs, eh bien, il y a beaucoup de choses. Et honnêtement, on a eu des retours de... Donc en fait, dans le cadre de notre programme, les golfs qui s'engagent, il y a des inventaires, donc des inventaires des espèces et des habitats qui sont réalisés sur les golfs. Et en fait, les retours qu'on a eus, parce que ces inventaires, ils sont faits par des structures naturalistes locales, c'est que ces structures-là, elles étaient extrêmement surprises de tout ce qu'elles ont pu trouver sur les golfs, et notamment parfois des espèces patrimoniales, voire des espèces qu'elles n'avaient jamais, pour le cas d'un certain golfe dans le sud de la France, jamais rencontrées auparavant. Donc en fait, on a eu vraiment une surprise de tout ce qu'on pouvait retrouver. Et en fait, dans tous les espaces qui sont dans les golfs, on a des forêts, on a des prairies, et dans les prairies, il y a énormément d'insectes. On a des zones, en fait, des zones qui peuvent être des zones refuges, mais aussi des corridors. Vous parliez de trames vertes et de trames bleues. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans les golfs, notamment ceux qui sont situés en zone urbaine. Ça peut être un vrai refuge pour la biodiversité. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans les golfs, des choses qui étaient auparavant méconnues. Et c'est notamment grâce au travail du Muséum d'histoire naturelle qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus ces espèces. Et en fait, le muséum, il s'occupe de récupérer toutes ces données et ensuite de les envoyer à l'INPN, qui est l'Inventaire national du patrimoine naturel. Et donc voilà, tout ce travail qui est fait permet de vraiment connaître la biodiversité qui est présente dans les golfs aujourd'hui. Et alors, je n'ai pas cette belle infographie avec tous les chiffres que l'on a, mais on a quand même beaucoup de données. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 67 000 données, que ce soit insectes et habitats sur les golfs depuis 6 ans, ce qui est quand même assez important et dont on est très content. Et pour finir, après je te laisse la parole Léonard, le rôle du Muséum d'histoire naturelle et la constitution du label de biodiversité engagé pour les golfs, c'est une démarche qui est volontaire. Et dans quelle mesure les golfs vont-ils engager leur responsabilité pour tenir à jour cette exigence au niveau bronze, au niveau argent, au niveau or? Alors, à la base, le muséum s'est intéressé à un golfe en particulier qui est dans le sud de la France, qui est un golfe qui est situé au milieu de la plaine des Maures et où il y avait une biodiversité qui était vraiment très importante. Et donc, il y a eu un partenariat qui a été créé directement avec ce golfe-là pour justement étudier sa biodiversité. Donc ça fait maintenant 20 ans que la biodiversité de ce golfe en particulier est étudiée. Donc il y a vraiment des données qui sont d'une richesse assez incroyable sur ce golfe-là. Et en fait, de fil en aiguille, il y a eu des liens qui se sont créés avec la fédération. Donc en fait, c'est un partenariat qui est là depuis longtemps, qui a, je pense, été assez volontaire par le muséum, en tout cas, de vouloir travailler avec nous, de vouloir pouvoir étudier sur plus de terrain. Parce qu'en fait, le golfe représente 33 000 hectares en France, donc c'est quand même assez important et c'est une zone de travail pour eux qui peut être assez exceptionnelle. Et je me suis perdue dans ce que je disais. C'était quoi la deuxième partie de la question? La question de la responsabilité. Voilà, oui. Donc en fait, les clubs, aujourd'hui, quand ils s'engagent dans le programme, donc ils font cet inventaire, en fonction du niveau de labellisation dans lequel ils s'engagent, il y a un certain nombre d'actions qu'ils doivent mettre en place. Et en fait, ces actions, elles vont être vérifiées par un audit. Donc en fait, nous, on a tout un système avec plusieurs étapes. Au moment où le club y candidate, nous, on fait venir un auditeur qui se rend sur le site et qui vient vérifier que ces actions, elles ont bien été mises en place. Et ensuite, il y a tout un comité avec des membres, à la fois des membres de ministères, donc on a le ministère des Sports, on a l'OFB, le muséum, et on a également des membres de la filière golfique qui vont décider si le club il est labellisé ou non au vu du rapport qui a été fait par l'auditeur. Donc en fait, on a quand même un engagement qui est vraiment concret du club. On ne donne pas le label, en tout cas on ne donne plus le label juste parce que le club a fait un inventaire. Et donc c'est quelque chose qui engage le club et qui l'engage aussi sur la durée, parce que c'est-à-dire que le label, il peut l'avoir que pour 5 ans. Et donc s'il veut avoir son label renouvelé, il doit refaire tout un inventaire pour voir en fait comparer la biodiversité du site avant et après, et remettre en place de nouvelles actions, en tout cas pour continuer à avoir son label. Donc c'est vraiment un engagement qu'on veut sur la durée, une démarche de progression continue pour le golfe. Oui. Peut-être si vous voulez réagir, et sinon ça sera Léonard de vous poser plein de questions. Oui, Thomas, tu voulais peut-être dire un mot? Non. Oui. Je suis très curieux parce que je pense qu'on rencontre des problématiques similaires. C'est-à-dire que ce soit la ville de Paris ou que ce soit vous, on est facteur d'appauvrissement de la biodiversité sur certains espaces.
Vous, c'est toute la partie engazonnée et taillée très court que vous avez là. Et moi, c'est mes pelouses où, pareil, de gazon qui sont taillées très court pour permettre aux gens d'aller boire du rosé tiède sur les pelouses des Buttes-Chaumont au mois de juin. Donc moi, j'arrive à le justifier politiquement en disant que c'est le rafraîchissement. On voit le rosé tiède sur les Buttes-Chaumont. Ouais. Moi, j'arrive à le justifier en disant, bah voilà, c'est milieu urbain, c'est le besoin de rafraîchissement aussi dans des périodes de canicule, c'est etc. Mais on va devoir défendre dans les années qui viennent la question de l'arrosage, parce que au bout d'un moment, on va nous dire, bah oui, vous êtes gentil, mais la végétalisation de la ville, c'est de l'agrément. C'est là toute la bataille qui est engagée avec les collectivités et un certain nombre d'organisations professionnelles, que ce soit les organisations de paysagistes, que ce soit les organisations, je pense aussi les organisations sportives sur la question de l'arrosage, et aussi les gestionnaires de parcs et jardins, en disant, bah, voilà, les infrastructures vertes dans une ville, c'est de la biodiversité, c'est du rafraîchissement, c'est du bien-être et de la santé mentale, parce que chacun sait que, par exemple, et c'est toutes les études qui sont sorties après le confinement, rester confiné dans un appart où vous avez vu sur un immeuble en face et du béton tout le temps pendant 1 mois et demi, c'est pas la même que d'être confiné avec vue sur les Buttes-Chaumont et vue sur... J'habite à côté des Buttes-Chaumont. Vue sur un arbre ou un petit jardin ou un golf. En termes de santé mentale, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc là, cette bagarre-là, elle peut être menée et elle est loin d'être gagnée, parce que c'est encore la végétalisation de la ville est encore considérée un peu comme c'est joli, quoi. Ça fait beau. Bah non, c'est pas que ça. C'est vital, notamment dans le cadre d'une ville résiliente. Et j'ai le même sujet moi sur les terrains de sport. À partir de quand on dit, bah écoutez les amis, on va arrêter d'arroser ce terrain de sport. Donc vous les footeux, vous allez jouer sur un terrain pelé. Et donc c'est là où je viens à ma question, est-ce que les golfeurs accepteront, ce qui va être le cas dans quelques années, de jouer finalement sur un terrain pelé ? Comme nous, on va le demander avec des sports où on est obligé d'arrêter, par exemple le rugby, où on leur dit, je ne vous ai pas dit, mais je suis aussi vice-président d'un club de rugby, ce qui fait que ça m'intéresse bien le lien sport et biodiversité. Mais ce qui fait qu'il y a certains sports, on dit, bah voilà, quand le terrain il est trop dur, ça ne va pas être possible, quoi, notamment le rugby. Alors sur cette question-là, la question de l'eau, de la sécheresse, tout ça, le golf est un sport un peu, qui a un public un petit peu particulier. Du coup, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu notamment une compétition en Grande-Bretagne où les joueurs ont été obligés de jouer sur un gazon qui était sec. Et ils ont dit après, en fait, finalement, nous, ça n'a rien changé. Et en fait, les golfeurs, qui sont quand même assez âgés, on ne va pas se mentir, vont chercher la moindre excuse pour prouver qu'ils n'arrivent pas à jouer. Donc en général, si le gazon est un peu sec, c'est la raison principale pour laquelle ils vont faire une mauvaise partie. Et en fait, c'est tout un travail d'éducation pour ces golfeurs, justement, pour leur montrer, parce que ça a été prouvé, en fait, que finalement, il y a toute une partie du gazon. Alors certes, la zone de green autour de l'arrivée, qui est vraiment tondue à ras, celle-ci, bon, c'est tristement la plus entretenue, mais tout le reste, que ce soit sec, ça ne change finalement pas grand-chose. Et c'est là, en fait, tout le rôle que nous, déjà, on essaie d'avoir, de sensibiliser à ces questions-là, et de faire cette même réflexion. En fait, il faut apprendre à s'adapter, à jouer dans de nouvelles circonstances, mais peut-être que le jeu en lui-même va changer, et c'est aussi, on n'a plus le choix, en fait, il faut aujourd'hui qu'on s'adapte. Et c'est vrai que ces questions d'eau, elles sont vraiment très, très importantes. Merci beaucoup pour cette première partie. Vous nous avez bien remis les enjeux de biodiversité. On a montré quand même à travers vos différentes prises de parole que les instances n'arrivaient pas forcément à encore prendre la question de la biodiversité pour des questions d'indicateurs. En fait, l'indicateur carbone était plus clair, ou alors il avait une meilleure visibilité en tout cas dans le grand public. Mais qu'il y avait bien des enjeux de biodiversité quand même en ville, là où les événements sportifs s'organisent. Il y a des espèces, de la biodiversité ordinaire, voire même extraordinaire, et sur les golfs également. Donc dans cette deuxième partie, on va plus aborder les grands événements sportifs, leurs impacts, puisque également sur les golfs, on a des grandes compétitions qui sont organisées. C'est pas que les Coupes du Monde de foot, les JO, même si Martin Müller, vous êtes un peu plus intéressé, vous êtes même spécialiste de l'organisation des JO. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution
qu'on a eu au cours du temps de ces événements, l'indicateur de durabilité que vous avez établi, comment il a évolué, est-ce qu'il s'est amélioré, est-ce qu'on s'empire, est-ce qu'il y a des pays ou des organisations qui voient les choses de manière différente? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Merci. Ce qui est intéressant à mentionner tout d'abord, c'est que la prise de conscience autour de l'environnement dans les JO, ça vient des JO d'hiver, qui sont pas organisés au milieu urbain pour la plupart, mais dans les milieux naturels, le plus ou moins naturels aujourd'hui, et où la question vraiment des impacts artificiels sur l'environnement se pose de façon complètement différente. Et ça a éclaté en fait dans les années 70. Il y avait Denver aux États-Unis qui devait organiser le jeu de 76, et où quelques ans avant en fait, la population a manifesté contre ce jeu parce qu'ils se sont rendus compte que les impacts environnementaux allaient être catastrophiques. C'est un peu le premier moment où ça s'articule vraiment et ça se manifeste. Après, il faut attendre presque 20 ans en fait, que la question d'écologie revient vraiment aux Jeux Olympiques de façon systématique. Ça veut dire que le CIO, le Comité international olympique à Lausanne, le regarde, participe aussi au Earth Summit en 1992 à Rio de Janeiro et met en fait l'environnement dans la charte des Jeux Olympiques et du mouvement olympique, qui ensuite, avec le temps, l'environnement se transformait en durabilité, dans le sens où il faut aussi tenir compte des aspects sociaux, il faut aussi tenir compte des aspects économiques. Donc on parle des premiers jeux durables, et pas seulement green, vert, mais vraiment durables dans ces trois aspects, à partir de Vancouver 2010, en fait, qui avait aussi une politique très active en matière sociale, aussi d'inclusion de peuples indigènes, etc. Donc c'est un peu en fait, le discours. Et après, nous, on s'intéressait à la réalité. Donc on est allé chercher des données qui allaient montrer ou non si ce discours s'est vraiment produit en réalité. Notre premier constat était qu'il avait peu de données. Donc on a passé plusieurs ans en fait, à chercher des données. On a dû adapter notre modèle de durabilité plusieurs fois, parce qu'un modèle où vous ne trouvez pas les indicateurs, ça ne vous sert à rien. Du coup, on s'est dit que, tiens, on a ces événements qui coûtent plusieurs milliards d'euros, et même des indicateurs de base nous manquaient, en fait, des indicateurs comme les émissions CO2, etc. Ce qui est déjà assez parlant de la place, de l'importance de questions d'écologie et de durabilité. Après, on a pu construire un modèle et on a constaté, en fait, qu'on est revenu en arrière 30 ans. Donc, on a commencé au début des années 90. Et on a vu que la tendance de durabilité était à la baisse, en fait, tandis qu'en même temps, on parlait de plus en plus de la durabilité. Du coup, ça nous a fait interroger un peu pourquoi c'est comme ça. On a plusieurs interprétations, en fait. L'une, c'est l'augmentation de la taille des Jeux Olympiques. Donc, les Jeux de Barcelone en 1992 ne sont plus les mêmes que ceux de Paris aujourd'hui. Donc c'était un mini-événement en fait à Barcelone il y a 30 ans par rapport à ce qu'attend Paris dans quelques mois. L'autre piste était aussi que les exigences en termes d'infrastructures, aussi des stades qui sont de plus en plus technologisés, ont beaucoup augmenté dans le temps. Et tout ça, ça fait en fait que ces impacts sont devenus de plus en plus importants. Après, si on parle de Paris, peut-être qu'on peut constater un léger tournant. On peut revenir à ça plus tard, je crois. Oui, bien sûr. Donc, pour vous, cette évolution, elle a été liée à la société civile qui s'est engagée pour, par exemple, entre Denver et Vancouver. À Vancouver, c'est plutôt la société civile qui a permis d'améliorer les choses, ou alors c'était vraiment une volonté de la ville en elle-même? Donc, très souvent, les changements dans les Jeux Olympiques venaient pas du CIO, mais des villes hôtes, et dans les villes hôtes de la société civile.
Et du coup, c'était pas centralisé, mais c'est plutôt bottom-up, en fait. Et donc, on a vu que quand il avait de la pression, les villes devaient réagir, et par la suite, le CIO réagissait, en fait. On a aussi vu que des critiques des jeux très destructeurs, il y avait beaucoup de critiques autour d'Albertville 1992, en fait, ont fait que l'enjeu de la durabilité a été pris beaucoup plus au sérieux dans les jeux après. Donc, il y avait Lillehammer en 1994, par exemple. Il y a eu à un moment donné un peu, en fait, aussi du savoir qui circulait entre les villes hautes autour de questions de comment on fait des jeux verts. Il y a 20 ans, le climat, ce n'était pas encore un enjeu, en fait. Le climat, c'est arrivé dans les années 2010, c'est très récemment, en fait. Les jeux verts, c'était surtout autour des questions des déchets, en fait. Gérer les déchets des visiteurs, emploi de ressources, plus généralement. Donc c'était ça, en fait, les jeux verts. Et ça a beaucoup évolué, cette acceptation de jeux verts. Aujourd'hui, on parle presque que du climat, en fait. Donc, voilà. Pardon. C'est moi ou là on arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que où il y a le rapport de force est inversé, c'est-à-dire que là, pour l'attribution des 2 dernières dates des Jeux Olympiques d'été, il n'y avait plus que 2 candidats pour 2 dates à pourvoir, et donc une capacité pour les villes candidates à imposer un certain nombre de conditions. Enfin, alors qu'avant c'était l'inverse, c'est-à-dire tu me dis si je me gourre, mais avant c'était le CIO qui imposait aux villes un cahier des charges et qui leur imposait de respecter un certain nombre de trucs. Et là, on se retrouve avec des villes qui disent je veux bien, j'accepte si tac, 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 avec un cahier des charges inversé en fait. C'est idéaliste comme truc. Oui, effectivement. Donc, les villes ont gagné en pouvoir hein, parce que la situation idéale pour le CIO, c'est d'avoir plein de villes qui veulent organiser les JO. Et comme ça, le CIO peut imposer les conditions et choisir la ville les meilleures infrastructures, etc. La situation la pire possible, c'est vraiment d'avoir aucune ville. Donc ça, c'est l'échec. Voilà. Et c'est ça qui a fait basculer en partie les choses. Après, il faut aussi voir, toutes les villes n'ont pas forcément un intérêt d'organiser des jeux écologiquement durables. Donc les villes veulent quand même attirer beaucoup de touristes, typiquement. Et s'ils viennent en avion, là, ça commence à causer des problèmes. Il y a aussi des villes qui s'intéressent aux Jeux Olympiques, pas pour le sport ou pour l'événement, mais comme levier, en fait, pour le développement urbain, pour faire avancer un grand projet qui est bloqué quelque part. Il y a, à Londres, 2012, il y avait l'ancien maire de Londres qui disait que moi, je n'ai pas candidaté pour les Jeux Olympiques pour avoir 2 semaines de sport. Je voulais avoir de l'argent du gouvernement fédéral pour développer le East End de Londres. Et du coup, là, c'est là où ça devient un peu compliqué, en fait. Le East End, désolé, donc les quartiers de l'Est de Londres. Voilà. Oui, pour rebondir là-dessus, là, j'ai l'impression quand même que dans ce que vous dites, c'est qu'il y a 2 questions. C'est comment les villes vont réussir à imposer des nouveaux critères quand elles vont apporter des candidatures, mais elles vont aussi soutenir un développement économique. Et donc peut-être une question plutôt pour toi, Thomas Pérez, qui a été dans la collectivité de la ville de Paris depuis un certain temps. Comment on met cette balance en jeu, le développement économique à partir d'un grand événement qui peut être porté par la ville, avec la protection de la nature et de la biodiversité existante dans la ville qu'on cherche aussi à préserver? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la biodiversité parisienne, elle subit déjà une pression importante à travers la densité dès qu'il y a des chiffres, moi je suis un peu, c'est la densité parisienne qui est extrêmement importante, hein, c'est l'équivalent de Bangkok. On a, je sais plus combien on dit voilà, on a 25 000 habitants au kilomètre carré si tu veux à Paris, donc voilà. En revanche, la bagarre, elle a été sur, voilà, on va utiliser des infrastructures existantes et on va construire le moins possible. Donc à partir de là, tu avais un récit politique
qui permettait de surmonter des doutes en termes d'acceptabilité sociale par un certain nombre de groupes politiques, mais aussi, bien entendu, de la population. Et encore maintenant, les Parisiens sont relativement dubitatifs sur cette affaire, même si on connaît le caractère un petit peu, je sais pas comment dire, du Parisien qui râle un peu, puis après il va trouver ça formidable. Enfin, on verra bien. Mais enfin, en tout cas, nous, en termes d'impact de biodiversité, d'une part, il y a une réglementation en France qui est quand même assez importante, et particulièrement à Paris, avec le plan local d'urbanisme, avec des documents qui ont été négociés pied à pied avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, avec une maire de Paris qui est quand même relativement... Enfin, qui s'en laisse pas compter, dirons-nous, et qui donc nous a aidé à mener la bagarre et à négocier un certain nombre de choses avec des associations aussi qui sont présentes. Et encore une fois, un cahier des charges que je vais vous présenter là, il fait 60 slides. Donc je vous conseille de décaler votre apéro de ce soir. On va le regarder slide par slide. Non, je plaisante, mais on a fait tout un travail voilà, d'inventaire avant, qui va être fait aussi pendant. Mais... Encore une fois, je veux dire, la biodiversité du Stade Coubertin, bon, c'est un gymnase, vous voyez. Donc bon, en revanche, quand on a créé l'Arena, il y a eu en échange X arbres de plantés, X hectares de toiture végétalisée, ce qui permet, alors vous allez me dire, c'est une toiture végétalisée en termes de biodiversité, c'est pas ouf. Eh ben si, parce que à partir du moment où vous émettez une couche de substrat importante, vous allez avoir une végétation qui va se développer, et par ailleurs, c'est tout ça qui va être absorbé en termes d'eau pluviale, qui va pas aller après dans le réseau d'égouts. Bref, vous avez quand même un certain nombre de constructions qui sont vertueuses. Il y a tout un travail qui a été mené, notamment par l'Agence d'écologie urbaine, sur le travail de réflexion avant sur l'implantation des sites comment ça s'appelle, temporaires. Donc oui, on va mettre des gradins, on met des gradins sur le champ de Mars. Bon, on va pas se mentir, là, dans tout ce que j'ai montré là tout à l'heure en termes de richesse de biodiversité, c'est pas le champ de Mars, c'est pas le hotspot de la biodiversité parisienne. On n'est pas allé ratiboiser des hectares et des hectares de prairies ou de zones arborées pour aller installer des gradins. Au contraire, on a plutôt travaillé à comment protéger les arbres des installations temporaires, comment on les met à 2 mètres près, comment mon équipe a encore interrompu un motoculteur pas plus tard que la semaine dernière, qui, pour pouvoir planter du gazon autour du Grand Palais, s'apprêtait à aller labourer au pied d'un platane. Et donc, on dit, non, Michel, tu vas arrêter tout de suite ça, et puis tu vas faire autrement. Et donc, Michel s'est décalé. Voilà. Mais surtout, nous, là où on plie le game, comme on dit au CIO, c'est la baignade en Seine. C'est-à-dire que là, les efforts en termes d'héritage des Jeux, en termes de développement, etc., le pari qui a été fait de rendre la Seine baignable, c'est juste un travail de malade. C'est-à-dire qu'en amont, c'est tous les raccordements des pavillons et d'un certain nombre de péniches et d'un certain nombre d'immeubles en amont de Paris qui ont été régularisés, qui ont été renvoyés vers un réseau d'assainissement, etc. Donc là, déjà, en 30 ans, on est passé de 7 à 50 espèces de poissons dans la Seine. Voilà, là ça va être un héritage de malade. Et quand je vous dis, alors après il va y avoir le jeu de est-ce que le jour J, s'il y a une pluie d'orage, on pourra se baigner ou pas dans la Seine, je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que oui, effectivement, s'il y a une pluie d'orage, comme dans tous les fleuves pas loin d'une zone urbaine, s'il y a une grosse pluie d'orage pendant une semaine, on ne pourra pas se baigner le temps que les bactéries les bactéries fécales, autant le dire, disparaissent. Mais pour autant, la Seine, de manière structurelle, aura été rendue beaucoup plus propre. Merci beaucoup. On a commencé à parler un peu déjà d'héritage et donc dans la durabilité comme un critère aussi qui améliore la durabilité. On va juste quand même revenir, Claire Pignon, sur comment un golfe, comme par exemple le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche, je crois que c'est ça, le golfe national, oui, je sais pas. Comment on accueille un grand événement sportif, la Ryder Cup en 2018 par exemple, comment on fait pour que le terrain soit pas saccagé, que les alentours soient pas trop piétinés. J'imagine que vous avez dû travailler un certain nombre de mesures pour éviter que le golfe et ses environs soient détruits par l'organisation de cet événement.
Est-ce que tu peux remettre la photo où on voit la tribune justement? Je crois qu'il y en a une. Voilà, alors ça c'est le golf national. Alors il y a une grande compétition de golf qui s'appelle la Ryder Cup qui a lieu tous les 2 ans. Si vous connaissez un peu le golf, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas le golf, je pense que ça ne vous parle pas trop. Mais c'est quand même un peu l'équivalent de la Coupe du Monde pour le monde golfique. Donc c'est un événement qui attire énormément de gens. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les compétitions de golf n'accueillent vraiment pas grand monde. Et on est bien placé pour le savoir. Tous les ans, on organise l'Open de France. Donc c'est la partie du circuit européen qui se passe en France. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand monde. Et c'est un peu en fait la norme dans le golf. C'est pas forcément quelque chose qui attire beaucoup de spectateurs, à l'exception justement là, le cas de la Ryder Cup. Et aussi, on l'attend, les Jeux Olympiques. Donc, en réalité, alors là, je ne sais pas, parce que moi, je n'étais pas présente, c'était en 2018. Les spectateurs, il y a 2 tribunes qui sont installées, une au premier trou et une au dernier trou, enfin, le départ et l'arrivée. Le reste des espaces, il n'y a pas d'infrastructures qui sont mises en place. Donc, en fait, mis à part le piétinement des gens, qui est quand même important, parce que les gens se déplacent, en fait, souvent, on suit un joueur, donc on va le suivre sur plusieurs trous. Donc forcément, on est sur les zones qui sont autour, on va piétiner, on va potentiellement détruire un petit peu les zones de prairie. Donc ce qui est fait souvent en amont de ce genre d'événement, c'est qu'on va faucher beaucoup plus d'endroits qui sont fauchés habituellement. Donc là, par exemple, pour l'organisation des JO, il y a beaucoup de zones qui ont été fauchées en amont en fait, de ce qu'elles auraient dû être fauchées normalement. Mais comme ça, les terrains seront prêts pour recevoir le public. En fait, les zones entre les trous vont créer un peu des tribunes naturelles sur lesquelles les gens vont se poser pour regarder en fait le jeu. Néanmoins, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un golf, c'est environ 45 hectares de terrain. Les zones naturelles, en fait, les zones, elles représentent environ 1/3 des terrains, voire la moitié du terrain dans certains cas. Et en fait, ces zones-là, elles ne vont pas être touchées par le public. C'est des zones qui sont hors jeu, c'est des zones où le public il ne va pas se rendre. Et en fait, c'est des zones où la biodiversité, elle ne va pas être impactée en tant que telle. Parce qu'il n'y aura pas d'éclairage la nuit. Enfin voilà, c'est des choses qui vont être relativement préservées. Et pour le cas d'organisation de jeux comme ça, en fait, je continue un petit peu, mais en gros, il y a des zones à enjeu qui ont été définies. Donc là, c'est tout le travail que nous font les structures naturalistes, c'est-à-dire qu'elles sont venues avant. Donc là, par exemple, elles sont venues en 2023 au Golf National faire tout un inventaire. Elles ont travaillé avec l'organisation des Jeux Olympiques qui a également contractualisé avec une autre structure pour faire la même chose en gros, un petit peu moins poussé mais un petit peu la même chose. Et en fait ils ont défini des zones à enjeu, des zones qui sont vraiment interdites aux spectateurs pour que vraiment personne ne vienne et que toute la biodiversité de ces zones-là soit préservée. Et c'est tout ce travail qui est fait en amont pour justement éviter que tout soit détruit. Et en réalité, non, tout ne sera pas détruit. C'est juste vraiment certaines zones qui, oui, ont été fauchées alors qu'elles ne le sont pas habituellement. Et pour préparer un grand événement comme ça, il y a des mesures qui sont supplémentaires faites pour les questions d'entretien, pour avoir une qualité de terrain meilleure ou pas? Est-ce qu'on coupe beaucoup plus sur les greens? Est-ce qu'on arrose beaucoup plus? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément le même terrain du joueur lambda qui va venir. Là, on a le gratin des meilleurs joueurs du monde qui vont être regardés de partout avec les caméras. Donc, il faut que tout soit oui, alors justement, nickel. Le golf obtient des dérogations, notamment pour les questions d'arrosage. Là, on va être en plein mois d'août. Donc il est fort probable qu'il y ait des décrets qui soient passés pour des limitations d'arrosage. Là, en l'occurrence, pour l'organisation des Jeux, ils ont des dérogations. Oui, alors clairement, oui, l'entretien, il est beaucoup plus poussé pour l'organisation d'événements comme ça. Il faut vraiment que tout soit... Enfin, je sais que l'équipe de jardiniers va augmenter. Donc alors, le Golf National a aussi essayé par exemple, tout le parc mécanique est devenu électrique. On fait de plus en plus d'actions sur les terrains, d'actions de machines en gros pour éviter justement d'utiliser trop de produits phytosanitaires. On travaille avec d'autres graminées qui sont moins dépendantes d'eau également. Et donc il y a tout ce travail qui a été fait en amont au Golf National pour éviter justement de surutiliser des produits phytosanitaires, de surutiliser des engrais, de surutiliser l'eau. Mais néanmoins, c'est quand même un entretien qui est plus poussé pour l'organisation de gros événements comme ça et qui arrive quand même, là, je pense, une fois dans la vie du golf. Et si les événements étaient organisés, par exemple, je sais pas, au printemps, ça serait plus facile ou pas? Parce que ce qu'on disait, est-ce que les joueurs vont accepter de jouer sur un terrain sec si au printemps, j'imagine que le terrain est moins sec, ou à l'automne? Mais
Il n'y a pas encore de réflexion sur Non, les temporalités d'organisation de ce type d'événement? Je pense que là, c'est plus nous, en fait, finalement. Là, c'est au-delà. C'est-à-dire que là, les Jeux, ils ont lieu en été. Bon, je pense que là, c'est une réflexion à avoir beaucoup plus... Oui. En biodive pure, non, vaut mieux l'été qu'au printemps. C'est période de nidification, période où la nature reprend, etc. Donc non. Voilà, foutu pour foutu, autant y aller juillet-août, quoi. Ouais. Peut-être à la dernière série de questions. Donc là, ça va être sur un cas de figure beaucoup plus pratique, les fameux Jeux Olympiques à Paris. Et j'aimerais revenir sur une phrase de vous, Martin Müller, dans l'un de vos articles où vous mentionnez « Les Jeux Olympiques ne sont pas essentiels pour la vie humaine, même si c'est très agréable à regarder. » Et là, pour moi, il y a un paradoxe qui est évident. D'un côté, on va avoir le rayonnement des Jeux Olympiques, de ce type d'événements qui sont gigantesques, et puis on va avoir l'ombrage qui est apporté à la biodiversité. Et je me pose la question, comment on fait pour inverser cette tendance, ou tout du moins, comment faire pour ne plus préjudicier la biodiversité dans les JO à venir? En fait, c'est assez simple. Il faut juste le vouloir. Ah bah super. Non, mais c'est simple dans le sens où il ne faut pas inventer de nouvelles technologies ou faire des avances folles pour y arriver. En fait, ce qu'il faut comprendre autour des Jeux Olympiques, c'est que le petit noyau sportif qui fait marcher les Jeux, les athlètes, c'est autour de 10-12 000 personnes, en fait. Après, il y a autour de 400 000 personnes qui sont accréditées, qui font marcher les Jeux dans différentes fonctions. Ça va du bénévole jusqu'aux hauts fonctionnaires. Et après, il y a 10, 12, 14 millions de visiteurs. Du coup, strictement dit, en fait, pour produire les images que 99% des gens vont regarder à la télé, il suffit d'avoir quelques dizaines de milliers de personnes. Et pour ces quelques dizaines de milliers, on n'a pas besoin de grandes choses. On a certainement atteint la biodiversité qui va être beaucoup moindre que ce qu'on voit aujourd'hui. On ne va pas construire de nouvelles infrastructures, on ne va pas avoir de déplacements en avion majeurs. Donc pour moi, ce que je préconise, en fait, c'est un peu un retour à cette idée que c'est un événement sportif et que ce n'est pas une grande fête pour tout le monde et ce n'est pas non plus une occasion de faire des grands trajets en avion. Et un peu la nouvelle positive est en fait parce que très souvent ces transformations ne se font pas parce que ça touche aux revenus, au modèle d'affaires en fait. Parce qu'on pourrait dire, pour la plupart des activités qu'on entreprend, en fait, ce serait une bonne idée de faire un peu moins. Mais pour les Jeux Olympiques, c'est différent, parce que la plupart des revenus viennent justement de retransmission. C'est la source principale, en fait, de revenus. Et après, presque autant de revenus du sponsoring. En fait, pour ces deux éléments, on n'a pas besoin d'avoir un super grand événement, en fait. Et ce sont juste les revenus des billets, en fait, qui vont peut-être être moins, si on a moins de spectateurs peut-être sur place. Mais pourtant, on aurait plus d'accès en fait à des gens qui habitent dans la région peut-être pour accéder à ces jeux. Donc pour moi, c'est pas automatique et c'est pas naturel en fait que les jeux soient comme ils sont. Et en fait, si on revient à 50 ans, c'était à peu près comme ça que le jeu était en fait. C'était le monde sportif qui venait. C'était un peu les gens qui habitaient autour, qui venaient regarder ces sportifs-là. On avait une équipe télé qui était là, oui, pour retransmettre les images. Donc c'est possible et c'est aussi économiquement possible. Et je dirais même que les impacts sociaux seraient positifs de ça. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de over-tourism, donc de tourisme démesuré. Et c'est un peu ça que les Jeux Olympiques augmentent encore. Donc pour moi, c'est faisable, mais il faut la pression en fait aussi du public et des populations locales pour qu'on y arrive, parce que sans pression, ça ne va pas changer. S'il n'y a pas de raison extérieure que ça change, ça ne va pas changer.
Là, c'est bon. Vous avez regardé là, on commence à voir les premiers chiffres, et on les avait aussi pour Londres, de qui ont acheté des places. Est-ce que je peux poser la question, qui d'entre vous a un billet pour les JO? Levez la main. Très peu. Très. Ok, donc les Jeux paralympiques aussi, JOP. Ok, donc JOP c'est déjà beaucoup plus, qui sont plus accessibles parce qu'au niveau international, ils attirent moins des visiteurs. Mais je dirais que vous venez tous et toutes en fait de Paris. Non, mais attendez, juste pardon, Martin, on a les chiffres là. Donc il me semble qu'à Londres c'était 60% de nationaux, et là à Paris pour le moment on est à 50% de franciliens qui ont acheté des billets en fait. Ouais. Donc en fait les déplacements mondiaux, etc., les gens qui ont les moyens de traverser le monde entier pour aller passer 3 jours à Paris pour les JO, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'est pas là le sujet. Et par ailleurs, là, sur la somme de touristes qui vont venir à Paris, etc., ils vont se substituer aux autres touristes qui ne viendront pas pour le coup. Donc, sur le gigantisme moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et c'est un débat et c'est intéressant qu'on ait cette discussion, mais je pense que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne va pas déplacer des milliards de gens qui viennent de l'autre bout du monde. C'est essentiellement des gens de proximité, d'autres pays européens, etc. Et encore une fois, c'est un tourisme qui va se substituer à l'autre, parce que, et on l'a vu avec la bonne barre de rire de tous les malins parisiens qui ont essayé de louer leur appart sur Airbnb et qui ne trouvent pas. Parce que, pourquoi ? Ils ne trouvent pas parce qu'en fait, il n'y a pas des tonnes de gens qui vont venir séjourner à Paris pendant les JO, c'est pas vrai du tout. Et par ailleurs, moi, il y a tellement d'autres activités qui détruisent la biodiversité, qui détruisent l'écologie, que je trouve le débat sur pour ou contre un événement fédérateur, sportif, pour qui, je ne sais pas qui est sportif parmi vous, mais enfin, pour des sportifs, les Jeux Olympiques, c'est un moment extrêmement important, et pour leurs familles, et pour tous les gens qui suivent cette activité-là, qui, encore une fois, est une activité sociale, culturelle, qui est indispensable, y compris à l'unité de nos sociétés, à l'universalisme, à l'internationalisme. Alors, je suis peut-être un doux naïf et un gentil crétin, mais quand on voit le monde tel qu'il se déroule actuellement, enfin les guerres, les trucs, les machins, pardon, mais je crois encore, moi, à l'idéal olympique. Il y a vraisemblablement la possibilité de faire mieux. J'ai le sentiment, moi, que les JO à Paris font mieux, encore une fois, avec 95% d'infrastructures nouvelles, avec un héritage, avec des immeubles qui ont été construits, qui vont faire du logement social après, si on arrive à les vendre et à les louer, mais quelque chose me dit qu'on va y arriver, etc., etc. Donc, intéressons-nous, si on regarde sur le sport et la biodiversité et la nature, intéressons-nous au quotidien, parce que le travail de nos amis de la Fédération du Golfe, ce qu'on est en train de faire nous pour essayer de végétaliser les terrains sportifs à la ville de Paris, parce qu'on veut essayer de rajouter des haies, on veut essayer encore une fois, en tenant les deux bouts, et n'opposons pas, c'est comme les gens qui disent arrêtons le festival We Love Green dans le bois de Vincennes, bordel, mais on a des milliers de jeunes qui vont faire la fête pendant 2 jours dans le bois de Vincennes. Bon, les oiseaux, ils ont des ailes, et je suis à l'agence d'écologie urbaine. C'est des discussions que j'ai avec mes écologues, mes naturalistes. Voilà, les oiseaux, ils vont se barrer 2 jours, ils reviennent. Mais en termes c'est important d'avoir des moments comme ça qui rassemblent et tout. Sinon, on arrête les voyages, on reste chacun chez nous, parce que ce qu'il faut attaquer, c'est effectivement les voyages en avion, les trucs, les machins, et donc il faut réduire, il faut ceci, cela. Mais c'est vraiment, ouais, donc ok, ouais, les JO, mais c'est l'arbre qui cache la forêt en vrai. Il y a beaucoup d'autres sujets, et moi je plaide plutôt pour une recherche de sensibilisation et de travail sur comment on améliore l'écologie, comment on défend l'écologie au quotidien, et notamment sur un certain nombre d'habitudes des citoyens et aussi surtout des industries, et comment on contraint et on régule le libéralisme et donc les industries sur un certain nombre d'autres sujets je ne suis pas sûr que le sport et la culture soient les premiers qu'il faille défoncer en matière d'écologie, vraiment. Je pense que voilà, il y a plus l'industrie, le commerce, la publicité, enfin je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on doit taper en premier. Je crois que ton intervention a soulevé une question par là-bas. Youmane, si tu as le plaisir de nous dire à quoi tu penses. Non, j'ai juste une petite question par rapport à ce que vous disiez sur le modèle des Jeux Olympiques et l'idéal social
Et de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, au vu du prix des billets et des événements qu'on a pu avoir vus, notamment sur le nettoyage social qu'il y a pu avoir à Paris, des personnes sans abri qui ont été vidées du centre-ville, ou encore des sportifs olympiques à qui on demande de ramener des médailles, mais en fait qui se retrouvent à devoir faire des cagnottes litchi pour pouvoir s'entraîner. Est-ce qu'on est encore vraiment sur des jeux qui sont faits pour le peuple et qui attirent tout le monde et qui visent toute la population et tous les niveaux sociaux? Voilà, c'est juste une petite réaction. Ouais, peut-être ces jeux ne sont pas aussi fédérateurs que ça finalement. Et je te rejoins, Thomas, dans l'idée que oui, c'est bien d'avoir ces événements, mais il faut aussi penser un peu se poser la question à quel coût finalement. Et on peut aussi avoir ces événements avec beaucoup moins de visiteurs qui viennent en avion, par exemple. Et les effets de remplacement, oui, ils existent, mais si là, on a beaucoup plus de Français qui viennent remplir les logements ou les hébergements, pourquoi pas? Donc, ce serait aussi fédérateur, mais avec moins de dégâts à l'environnement. C'est un peu la question aux animateurs et animatrices si on veut aller sur ces aspects sociaux, parce que vous voulez discuter de la biodiversité. Si la question vient, je suis volontiers, je peux en dire quelque chose, mais on veut finir sur la biodiversité. Ouais. Ok, très On bien. termine sur la biodiversité, puis après, place aux questions épineuses. Peut-être une question pour toi, Thomas, encore. Les espaces verts parisiens, on les considère comme des réservoirs de biodiversité. Dans quelle mesure on peut dire que vous êtes prêts à faire face à l'afflux des visiteurs durant la période des Jeux? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose dans les espaces verts parisiens? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place? Oui, il y a des mesures qui ont été mises en place pour qu'il soit super beau, que tout l'espace public soit magnifique. Bah oui, non mais c'est ça. Ça, c'est les mesures qu'on a prises. La beauté, c'est pas la biodiversité. Hein? La beauté, ça n'est pas la biodiversité. Non, mais quand tu végétalises, c'est bon pour la biodiversité, ça fait aucun doute. Donc quand on a végétalisé des hectares entiers et qu'on a végétalisé des voies entières qui mènent la rue de la Chapelle, aller voir la Porte Maillot, aller voir tous ces espaces-là où on a supprimé des bagnoles et on a désimperméabilisé la ville pour planter. Tout ça a été accéléré, comme c'était dit tout à l'heure. C'est aussi des objectifs induits des JO. Après, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va voir, hein, mais je suis pas sûr que le déferlement de population soit moins pire que la fin du confinement, rien qu'avec les Parisiens. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'aurais vu la fin du confinement dans les parcs et jardins. Mars-avril 2020, le Rhin-confinement, vous vous souvenez, le Rhin-confinement, on a tous pris 3 kilos en buvant des bières devant la télé, non, il n'y a que moi. Et donc il y a déjà une pression super importante. Et encore une fois, là, il y a un certain nombre de touristes qui ne vont pas venir au profit d'autres touristes qui vont rester moins longtemps, etc. Voilà, et la pression sur Paris est tellement forte déjà. Vous avez plein de Parisiens qui vont se barrer, donc en fait l'un dans l'autre, non, je ne suis pas inquiet pour les espaces verts parisiens pendant les JO. Et encore une fois, je suis beaucoup plus préoccupé en matière de biodiversité, pas forcément à Paris, mais en général, sur les dégâts de l'agriculture intensive que par l'organisation des Jeux Olympiques, si on parle de biodiversité pure, ce qui est mon champ d'intervention et de réflexion, franchement. Je veux dire, les mesures qui ont été prises là suite aux manifestations des agriculteurs en matière de biodiversité et d'écologie, et par rapport aux JO, mais c'est puissance 10 000. Puissance 10 000. Vraiment, il faut relativiser et pas se faire embarquer, et je le dis très tranquillement, vraiment, et pas se faire embarquer par des espèces de trucs médiatiques qui vont, de bulles médiatiques qui vont nous détourner des enjeux systémiques. Là, on est sur quelque chose qui est extrêmement temporaire, qui est certes très symbolique, mais dans les deux sens, ce que je disais tout à l'heure, est très politique, mais c'est 15 jours, 2 fois 15 jours, quoi.
Alors que là, les mesures sur la question des agriculteurs, c'est pour 10 ans, quoi, 15 ans. Et là, les amis, là, on y va sur la destruction de l'habitat, et là, on y va sur l'attaque contre la biodiversité. Après, ah oui, allez-y. Je voulais reprendre que l'espoir, évidemment que ces grands événements, étant donné l'attention qu'ils mobilisent, politique, aussi les moyens qu'ils mobilisent, qu'ils peuvent contribuer à ces changements structurels. Donc c'est un peu le grand pari en fait des organisateurs, mais aussi du CIO, de dire ok, les JO c'est une sorte de vitrine ou un espace d'expérimentation qui permet ensuite de institutionnaliser en fait les mesures qu'on a vues qu'ils marchaient ou ne marchaient pas, et on les évite alors. Ouais, c'est une autre question si ça marche ou pas. Je suis d'accord avec le fait que si on regarde l'ampleur du défi, on s'attarde un peu trop sur les JO, mais en même temps les JO se veulent un peu comme vitrine en fait pour discuter de ça. Ils se veulent aussi comme ambitieux aussi dans les engagements qu'on prend aussi pour l'avenir. Donc, et c'est aussi tout le discours qui est autour des JO aussi à Paris, mais en général dans d'autres villes hautes, et de dire on les prend en fait pour faire des changements structurels. Et c'est là où il faut quand même les prendre assez au sérieux parce qu'ils sont un peu quand même un indicateur de comment un État, une ville veut se positionner par rapport aux défis à l'avenir. Oui, et c'est ce qu'on ne dit pas non plus forcément, c'est que les JO, c'est l'occasion, c'est une vitrine économique pour un certain nombre d'acteurs qui ont des intérêts, qui veulent financer, qui, avec un peu le cliché, mais Coca-Cola qui est grand partenaire premium des Jeux Olympiques, qui a lui, pour le coup, un impact sur la biodiversité énorme, mais qu'on ne prend pas forcément en compte dans l'impact biodiversité des JO, alors que pourtant, il va avoir son logo partout pendant 15 jours, même avant et après. Et il va pouvoir aussi, c'est l'occasion de redorer un peu son blason. Et enfin bon, c'est aussi un autre impact biodiversité un peu détourné, mais dont on ne parle pas, qui n'est pas direct, mais un peu indirect. Voilà. Oui, c'est l'empreinte biodiversité, c'est les effets induits, etc. Mais encore une fois, à ce moment-là, voilà, c'est la société de consommation, et c'est le système capitaliste, et Bamos, quoi. Tu vois, mais du coup, je trouve, voilà. Mais après, voilà, je trouve que du coup, sur les JO, c'est un peu facile, et du coup, ça affaiblit la portée du discours qu'on doit avoir sur les questions écologiques. Juste en se focalisant sur les JO, oui. Je trouve que du coup, on s'attaque à un truc qui, bon, voilà, qui est pas si pire, et par ailleurs, voilà, je vous ai compris. Oui, une petite question pour Claire, si tu veux nous reparler un peu de ce qui a pu être fait pour les JO sur le golfe national précisément, et comment vous préparez actuellement l'accueil des JO, quelles sont les discussions, les points vraiment prégnants pour vous, et peut-être nous expliquer un peu sur le label Or, comment vous avez réussi, et essayer de mettre en perspective aussi peut-être avec d'autres golfs qu'il y aurait en France, quelle part ça représente les golfs labellisés, est-ce que c'est difficile à obtenir pour eux? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément avoir le label, en fait, qui se disent qu'ils peuvent continuer leur activité, que le label c'est un plus, mais pas pour eux? Et voilà. Il y a beaucoup de questions. La première sur les JO, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'organisons pas les JO parce que nous n'avons... En fait, on loue un petit peu le golf pour l'organisation des JO. On a très peu de pouvoir dessus. Alors, on a pu leur transmettre des documents sur tout ce qui était ce que nous, on avait fait sur le golf, notamment parce que je disais tout à l'heure, les zones à enjeu, toutes ces choses-là qu'il faut préserver. Néanmoins, en fait, il y a une multiplicité d'acteurs qui sont dans cette organisation-là, qui font qu'en fait, nous, pendant un long moment, on n'avait même pas de nouvelles parce qu'on se disait, en fait, est-ce qu'ils ont lu les documents? Est-ce qu'ils les ont pris en compte? On ne savait même pas. Et c'est ce qui a été un petit peu... peut-être dommage, mais c'est aussi les difficultés de l'organisation d'un tellement méga événement comme ça, c'est que sur lesquels on n'avait pas du tout la main. Finalement, ça a été un peu compliqué. Et en fait, même avant, jusqu'au jour J, on ne saura pas vraiment ce qui aura pu être mis en place ou non. Donc nous, après, on a une équipe au Golf National qui, elle, est en charge de l'organisation du terrain, tout ça. Donc eux, ils sauront et ils vont suivre en fait les consignes. Mais c'est vrai que tristement, on a très peu de rôle, nous, dans cette organisation-là, pour les JO. Et ça fait peur aux propriétaires du golf ou pas forcément?
Non, parce que c'est des discussions qui sont... déjà, c'est nous, finalement, les propriétaires du golf, mais en fait, c'est des discussions qu'on a avec l'organisation des JO. Nous, on a une personne qui travaille au Golf National, qui est aussi dans l'organisation des JO, donc en fait, le lien se fait très bien. C'est juste que c'est pas, finalement, à la fin, en fait, c'est pas nous qui les organisons. Mais ça, non, c'est pas une grosse inquiétude. C'est plus que, contrairement justement à la Ryder Cup, où là, on avait beaucoup plus la main sur cet événement-là, là, on l'a beaucoup moins. C'est complet? Je crois oui. Alors c'est possible qu'il y ait quand même quelques places qui ressortent, notamment sur les premières journées, parce que ça se passe en 4 jours pour les hommes, 4 jours pour les femmes. Première journée, c'est possible qu'il n'y ait pas forcément complet, mais en tout cas, je crois que si. Et je crois que les hommes sont complets et les femmes pas forcément, ce qui est étonnant parce que c'est sur une femme française sur laquelle nous avons le plus d'espoir de médailles. Donc, Et donc pour les autres questions... Sur les labels, la labellisation du golf. Oui, alors donc le Golf National justement pour parler en tout cas pour candidater pour le label or, en raison d'un autre événement que les JO, qui est la construction d'une ligne de métro de par la Société du Grand Paris sur le golf. Les travaux ils vont commencer à partir de septembre. Il y a toute une zone d'arbres qui va être détruite, des zones à enjeu qui vont également être détruites par justement la SGP. Et bien on a décidé de repousser tout ce qui était la candidature du golf, parce que tout simplement, en fait, les travaux d'un tel, je perds mes mots, mais en tout cas, ils vont être trop importants pour qu'on puisse en tout cas engager le golf sur une telle démarche, qui est qu'en fait, dans le cas d'une labellisation or, le golf doit mettre en place toutes les préconisations qui sont faites par la structure naturaliste. Et là, en l'occurrence, ça n'avait plus trop de sens de partir là-dessus, alors que, en fait, des zones extrêmement importantes vont être détruites. Donc là, on a estimé qu'on allait repousser la candidature du golf, en tout cas post-travaux, et donc pas avant au moins 2-3 ans. Donc un nouvel inventaire sera fait, et là, le golf, il pourra candidater. À l'heure actuelle, tu as totalement raison. Enfin, en fait, les golfs, ils sont pas du tout... Alors déjà, il y a beaucoup de golfs qui n'ont pas du tout les moyens déjà financiers de pouvoir s'engager dans un label. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic écologique. Un diagnostic écologique, ça coûte. Et pour certains golfs qui ne s'y retrouvent pas du tout financièrement, ils ne peuvent pas le faire. Donc ça reste quand même réservé à certains golfs. Et le label or, qui demande là vraiment un niveau d'exigence le plus élevé, clairement, il y aura le nombre de golfs qui vont pouvoir candidater se compte sur les doigts d'une main. Là, on en a actuellement, je dirais, 5 ou 6 qui sont en tout cas en discussion. On va potentiellement avoir les premiers labels or à la fin du mois là. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'énorme pour un golf de se lancer là-dedans. Il y a aussi dans le cadre de ce label, en place un programme d'expérimentation, donc sur le long terme, sur un sujet biodiversité sur son golf. Donc, par exemple, on a un golf dans le sud là, qui candidate, ils ont mis en place un programme sur les chiroptères, donc sur les chauves-souris. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même conséquent et que tout golf ne peut pas faire. Oui, c'est très bien. Merci. On va sûrement passer à une petite séance de questions du public. Tu vas ? Vas-y. Guillaume Bonnet, chargé en biodiversité à Grand Paris Sud. Merci pour vos interventions. J'ai une petite question. Est-ce qu'on ne peut pas se servir des événements sportifs pour aller chercher le changement de représentation et de la sensibilisation? On n'en a pas parlé, mais qui est quand même un gros levier en biodiversité sur lequel il faut travailler pour changer les mentalités au long terme. Est-ce que justement le sport ne devrait pas être systématiquement un phare pour changer les représentations? Oui et non. Donc c'est le grand potentiel du secteur sportif, mais aussi culturel. C'est un peu l'impact comme multiplicateur aussi, avoir de grandes audiences. Du coup, c'est important pour la sensibilisation. Après, ce qui montre les données, c'est aussi que les gens, quand ils regardent du sport, ils veulent s'amuser. Ils ne sont pas forcément très ouverts en fait à des messages de changement de comportement ou de sensibilisation.
et on risque parfois aussi un peu d'être un rabat-joie et d'avoir l'effet contraire, que les gens ferment complètement. Donc le potentiel est là, et il faut bien le faire, je crois, pour y arriver. Ma question aussi portait sur quel est le rôle des sportifs, parce que si justement c'est des icônes, et s'ils s'emparent de ces questions et qu'on les amène à s'emparer de ces questions, si la mairie de Paris ou quoi, ou de l'ECIO, ou la fédération de golf amène réellement les sportifs qui sont des modèles vers ces questions-là, je pense que si un Kylian Mbappé prenait un peu des responsabilités d'influence en disant il faut protéger la biodiversité, peut-être qu'il serait plus suivi. Oui. Moi, je veux bien parler. Pour les golfeurs, alors moi je vais rester dans mon cadre, c'est un sujet sur lequel nous n'arrivons pas du tout à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait énormément de choses pour l'environnement au sein de la fédération. Et un de nos grands enjeux, c'est la communication, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a même du mal à communiquer, à être avec notre propre équipe de communication, à avoir rien que des articles sur notre page web sur ces sujets-là. Et alors, réussir à atteindre l'athlète sur ces sujets-là, c'est quasi mission impossible. Et en fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la sensibilité de l'athlète en lui-même. Je pense à certains sports, alors je vais penser à ça parce que mon conjoint il fait de l'ultra-trail et qu'il y a des ultra-trailers qui sont hyper sensibles à ça. Eux, ils peuvent vraiment porter une voix, je trouve, sur ces questions-là, en boycottant des organisations qui sont sponsorisées par Dacia, sans citer le nom, des choses comme ça. Nous, en tout cas en tant que fédération, on a du mal à avoir ce même lien avec les golfeurs qui peut-être sont, même s'ils jouent dans un sport de nature, sont moins en lien avec cette nature que dans d'autres sports. Et je pense que c'est peut-être là où c'est plus difficile de les sensibiliser. Alors je pense qu'il y en a qui y arrivent. Nous, je sais qu'en tout cas à la fédération de golf, on n'y arrive pas encore. On essaie d'y travailler, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. À la deuxième table ronde, il parlait d'éco-conditionnalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, la fédération, aller sur de l'éco-conditionnalité, pas de participation à la Ryder Cup s'il n'y a pas de la formation des athlètes? Même réponse que Martin. Comment? Non, vas-y. Non, mais c'est intéressant, oui. Je sais que nous, on essaie de travailler sur des choses comme ça, alors plus au niveau de l'engagement des clubs, où par exemple, nous, on demande aux clubs de remonter toutes leurs informations sur tout ce qui va être consommation d'eau, consommation de produits phytosanitaires, par exemple. Et l'idée, c'était par exemple de leur dire, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez plus organiser de compétition sur votre club. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, on essaie d'agir un peu sur ces conditions-là, en tout cas, voilà. Après, pour les joueurs en eux-mêmes, honnêtement, c'est très intéressant et c'est une piste qui pourrait être exploitée. Je sais pas si... Et beaucoup plus utile, beaucoup plus important, beaucoup plus porteur, beaucoup plus souterrain, beaucoup plus structurant, beaucoup plus systémique, tout le travail qui est fait au sein des fédérations, que ce soit la fédération de rugby, la fédération comme moi que je connais bien, ou la fédération de l'athlétisme, tout le travail qui est fait pour que dans chaque marathon, dans chaque course à pied, dans chaque bled, dans chaque ville, on travaille sur la fin du plastique à usage unique, sur le travail que mènent les clubs de surf sur les plages, le travail que mènent les fédérations de randonnée, le travail que mènent les clubs sur la sensibilisation de leurs adhérents. Et là, on touche des milliers de personnes qui sont conscientisées en lien directement avec leurs pratiques. Et là, on parle aux bénévoles, on parle et n'oubliez pas, les fédérations de sport, c'est des milliers et des milliers. Et c'est à eux aussi que je pense, quand je disais les JO, c'est quelque chose d'important, un truc social. Moi, je pense à ces milliers de bénévoles dans les clubs sportifs, dans les quartiers, dans les campagnes. Chaque bled a son club de foot, a son club de rugby, a son club de ping-pong, a son club de handball. Et ça, c'est des gens qui donnent un temps pour la société, mais qui est incalculable. Incalculable. On parle de la crise des banlieues, on a parlé des émeutes, etc. Mais le nombre de villes qui ont tenu parce que les éducateurs sportifs, ils sont allés voir les gamins. Tous ces gens-là, ils y vivent par leur sport et pour leur sport. Et ça, on ne peut pas le traiter par-dessus la jambe. Et ce sont eux les vecteurs.
Ce sont eux les vecteurs de bonnes pratiques. Ce sont eux les porteurs des questions d'évolution. Ce sont eux qui réfléchissent à la gueule du terrain de sport. Ce sont eux qui disent « Ah bah ouais, effectivement, si on fait un terrain synthétique et qu'on met des boules de caoutchouc qui sont cancérigènes pour mes gamins, ça va pas. » Et en même temps, ils ont le même truc que de se dire « Comment je fais pour avoir un terrain qui est utilisable toute l'année pour que mes gamins ils puissent jouer au foot et jouer au rugby, etc. » Donc, il y a un terrain synthétique, qu'est-ce qu'on réfléchit, etc. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que depuis le début de cette table ronde, j'essaie de vous dire, faites gaffe. Les JO, c'est le sport spectacle, c'est le sport machin, etc. Ça dure 15 jours, oui, c'est beaucoup de pognon, oui, c'est beaucoup de trucs. Par ailleurs, oui, les sponsors, c'est un peu hypocrite, etc. Mais c'est ce qui fait que ce ne sont pas nos impôts qui vont payer la totalité du bazar. Donc vraiment, les messages, l'intérêt, il est de passer par le vecteur, non pas des sportifs ou du sportif de haut niveau, des sportifs spectacles, mais par ce qui irrigue tout ça, c'est-à-dire vraiment tous les petits vaisseaux et les bénévoles des clubs, et donc le mouvement sportif, en fait, qui fait partie du mouvement olympique. Est-ce que je peux juste me permettre de rebondir juste sur ce que vous avez dit ? Ce qui est assez intéressant, alors là ça va revenir un peu au sujet d'avant et en prenant un peu des éléments que vous avez parlé, c'est que nous en tant que fédération sportive, nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot Jeux Olympiques, le logo des JO. On n'a rien le droit de faire en reprenant toute la sémantique autour des Jeux Olympiques. Donc en fait c'est un événement dont nous, même en tant que fédération et auprès des clubs, auprès de nos ligues, de comités départementaux, on ne peut même pas s'en servir pour créer une sorte d'engouement autour de l'événement, autour du fait qu'on va accueillir ça en France. Et ben, on ne peut même pas s'en servir. Et c'est plus une observation que c'est assez dommage. Et ça rentre un peu dans le fait que où est-ce qu'on voit les logos des JO? On le voit quand on passe devant un carrefour et on ne peut même pas le voir quand on passe, nous, devant notre fédération. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, enfin moi le logo je m'en fous. Tout ce que je sais c'est que j'ai récupéré entre 50 et 100 places pour des sports olympiques et des sports paralympiques pour les gamins des Courtilières, donc des quartiers de Pantin en Seine-Saint-Denis pour aller voir les JO. La pratique ça, c'est du sport via la fédération, via les collectivités, etc. Donc on va les refaire. On a récupéré plein de places, etc. pour que ces gamins-là puissent y aller, quoi. Mais par ailleurs, maintenant que tu me le dis, je pense que c'est plus via les collectivités que via la fédération. Je pense plus au côté la pratique du sport en elle-même, où là, la fédération, elle a un rôle énorme à jouer d'encourager la pratique. Là, on ne peut même pas utiliser un événement d'une telle ampleur pour encourager cette pratique, en tout cas dans la communication officielle. Ouais. J'ai une observation ou une remarque et 2 petites questions qui pourront sûrement être complémentaires. On parle des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais c'est un événement qui est très parito-centré. Je pense par exemple à l'arrivée de la flamme à Marseille. Est-ce que c'était vraiment utile? Quand on a vu tous ces gens amassés ou tous ces bateaux autour du Bélem, ça pose question. Quand on voit que dans la Manche, au même moment, il y a des dauphins qui nagent à côté des bateaux. Voilà, moi, je me suis dit, autant d'engouement pour une flamme. Quand on voit aussi le trajet, il y a aussi tout ça, je pense qu'il y a à repenser. Ce n'est pas uniquement Paris qui accueille, il y a aussi toutes les villes hautes qui sont très nombreuses. C'est une première observation. Après, il y a aussi l'impact de Paris 2024 et des Jeux Olympiques, mais on oublie peut-être l'impact que peuvent avoir les événements cycliques. Je pense par exemple au Tour de France, au Giro, à la Vuelta, tous ces événements qui reviennent tous les ans, pratiquement aux mêmes endroits. Quand on voit aussi les Coupes du Monde du biathlon, où d'année en année, il y a moins de neige. On se fait le constat que c'est toujours au même endroit, il y a moins de neige. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect cyclique à revoir, ne pas déplacer ces événements, en faire tous les 4 ans? Ça aussi, je pense que ça a plus d'impact en 4 ans, 4 éditions au lieu d'un gros événement. Et puis après, plus sur la gouvernance des grandes institutions qui sont pratiquement dirigées uniquement par des anciens sportifs, des 30 Glorieuses, donc qui viennent vraiment... Est-ce qu'il ne faut pas aussi renouveler la gouvernance de ces instances qui dirigent finalement toutes ces organisations et qui viennent quand même d'une génération où l'outrance était quand même pas une question? Ce sont des très grandes questions et je peux que survoler un peu la surface, mais elles sont importantes ces questions. La question des événements cycliques, effectivement, on a tendance à dire que si on veut des changements durables aussi dans le temps,
Il faut avoir plutôt une répétition d'événements. Pour les JO, ce qui est particulier, il a cet effet débutant en fait, que chaque ville qui organise les JO le fait presque pour la première fois, parce que si elle avait les Jeux avant, ça date ici, ça date il y a 100 ans, ouais, voilà. Et du coup, on fait beaucoup d'erreurs en fait. Beaucoup d'erreurs qu'on ne ferait pas si on le ferait pas si on le faisait une deuxième ou troisième fois, peut-être tous les 4 ans. Il y a des propositions d'avoir des villes hôtes, 3 villes hôtes dans le monde qui se partageraient les JO, mais à ce moment-là, le CIO n'est pas prêt à entrer en matière. En ce qui concerne la gouvernance, oui, c'est clair que cette gouvernance date pour certaines organisations d'il y a 100 ans, avec quelques changements, mais pas des changements majeurs. Il a aussi une raison pourquoi toutes ces organisations sont installées en Suisse. C'est aussi parce que les changements sont longs. Et donc ça donne un peu de confort, un peu de sécurité, en fait, qu'il n'y a pas une révolution tout de suite. Mais en matière, en fait, aussi d'écologie, il faut quand même avancer plus rapidement et avoir des changements un peu plus radicaux que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Sur la gouvernance, je suis tellement d'accord avec toi, mais c'est compliqué, hein, parce que effectivement, c'est beaucoup d'entre-soi, de cooptation, dans des modèles qui sont cependant démocratiques, hein, puisque ça vote. Les élections à l'intérieur de chaque fédération, mais c'est quand même... Puis alors nous, en rugby, on a atteint des sommets, ça va un peu mieux, mais je sais pas, en golf, ça va le golf, c'est cool la fédération de golf. D'accord. Et par ailleurs, c'est aussi c'est d'autant plus qu'elles sont délégataires d'un service public. Enfin, je sais plus le terme qui est employé, mais enfin, la fédération, elle organise un sport au nom de la collectivité, donc elle a son indépendance, donc ils peuvent pas. Enfin, c'est un bordel sans nom, mais je suis bien d'accord avec toi. Il y a gros ménage à faire. Je ne sais pas si ça passe par des changements de pratique ou si c'est plutôt une mobilisation des adhérents et des licenciés qui doivent eux mener une bagarre pour plus de démocratie, de transparence, etc. Voilà. Mais après, sur les événements, par ailleurs, là, depuis tout à l'heure, je m'aperçois, je fais gaffe quand même, il faut que tu rééquilibres. Il y a quand même un certain nombre de sports qui sont martiens, hein, les sports d'hiver, hein, encore maintenant, enfin, sur comment c'est fait, la Formule 1, enfin, il y a plein de... même si on note des évolutions, et je pense que de plus en plus l'acceptation sociale va être de plus en plus compliquée. Là, on le voit sur le parcours de Formule 1 en France, quand je vois moi le championnat d'Europe de rugby qui trouve le moyen de tiens, on va inviter une équipe d'Afrique du Sud qui va venir faire tout le tournoi avec nous. Enfin, donc avec la moitié des mecs qui se retrouvent à aller faire. Enfin, c'est totalement martien. Il y a encore énormément de boulot, quoi. J'ai vu qu'il y avait une autre question par là-bas. Oui, une toute petite question et complémentaire que je voulais poser. Et par rapport au regard d'autres athlètes, est-ce qu'ils ont fait des suggestions, ils vous ont posé des questions dans le cadre préparatif des JO? Les regards d'autres athlètes, des athlètes européens ou d'autres athlètes qui regardent comment est-ce que vous êtes en train de faire le préparatif? C'est sur les sportifs en eux-mêmes? Les athlètes? Oui. Alors, honnêtement, je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas du tout. C'est quand même très normé. Hein, enfin, je veux dire, si tu veux participer aux Jeux Olympiques, tu as intérêt à pas trop la ramener quand même, quoi. Donc on a vu, il y a eu 1 ou 2 prises de parole d'athlètes qui ont dit si la Seine elle est comme cet hiver, j'ai pas super envie de m'y baigner. Bah oui ma chérie, c'est normal, c'est l'hiver, donc on verra plus tard. Mais je veux dire, sur les questions politiques, sur les questions d'infrastructure, etc. Enfin, je veux dire, le monde sportif est quand même très caporalisé. Je te cherche du regard pour voir si tu es d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression que voilà, sur les Jeux Olympiques, les athlètes ils font bien gaffe à pas trop parler, d'autant plus que il y a toutes les histoires de qui veut porter le drapeau, de porte-drapeau, de trucs de machin, où j'ai l'impression qu'ils les tiennent jusqu'au bout. Et globalement, voilà, et traditionnellement, le CIO, sur toute parole discordante,
où est quand même très vigilante, quoi. Après, je ne sais pas s'il y a moi, je sais que dans mon sport, il y a un syndicat des joueurs, mais je ne sais pas après au niveau olympique s'il y a un syndicat des joueurs, une représentation des joueurs dans les instances olympiques. Je crois, j'ai rien ajouté. C'est vrai que aussi les règles sont assez strictes par rapport à la prise de parole et c'est pas ça, au moins dans le contexte olympique. Après, il y a des athlètes qui hors jeu sur leur profil des médias sociaux, etc., vont quand même se positionner de façon assez vocale. Mais aussi, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, être athlète mondialement reconnu, ça va aussi dire beaucoup de déplacements. Et très souvent, il a un choix à faire entre une conscience écologique et une carrière mondiale comme athlète. Et ce choix est très difficile à faire. Je connais des gens qui ont dit oui, c'est possible que je me qualifie pour les JO, mais s'ils sont à Tokyo, je ne veux pas y aller parce que je ne peux pas mettre ça en concordance avec ma conscience écologique. C'est un peu ça le constat, mais ce n'est pas la majorité à ce moment. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Ouais. Tant qu'on ne nous dit pas, je pense qu'on a 5-10 minutes encore. Ouais. Les questions de la camarade là-bas. Moi, c'était une question particulièrement pour Claire. En fait, je me demandais par rapport au golfe et aux espèces protégées que vous pouvez retrouver là-bas, est-ce que potentiellement vous avez déjà rencontré des problématiques par rapport au fait que, en arrosant les golfs et en ayant eu un traitement particulier avec la fauche, avec l'arrosage en saison où normalement ça ne le serait pas sur les prairies permanentes, vous retrouvez des espèces qui se trouvent être protégées et donc être obligées de continuer ces pratiques de gestion des espaces par la loi française, une sorte d'incohérence, juste par curiosité. Alors, en fait, en général, donc toutes les zones qui sont soit entretenues, soit arrosées, c'est vraiment la zone de gazon. Et en fait, tous les espaces autres, ils ne sont pas impactés directement. Bien sûr, ils le sont, mais ils ne sont pas impactés directement par l'arrosage et par les produits. En l'occurrence, les zones où les produits sont utilisés, c'est vraiment les greens, donc la zone qui est juste autour de l'arrivée, enfin du drapeau d'arrivée en gros, et les départs. Et en fait, toutes les zones qui sont entre, elles n'ont plus le droit d'être traitées depuis la loi Labbé que vous avez mentionnée tout à l'heure. Donc en fait, nous, concrètement, dans tous les rapports que j'ai lus de tout ce qui ont été faits sur les golfs, c'est pas un sujet qui est particulièrement traité parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'impact plus que ça. Par exemple, les prairies, elles sont vraiment laissées en libre évolution sans le moindre, sauf à part une fauche dans l'année en général qui se fait fin d'été ou pendant l'été. Mais normalement, en tout cas de ce que j'ai pu moi lire et ce qui est fait par des associations locales, en général, elles n'ont pas d'intérêt à ne pas mentionner ce genre de sujet. Il n'en est pas spécialement question. L'eau, en fait, il n'y en a jamais sur les zones qui sont extérieures. En fait, c'est aussi un des grands enjeux, c'est que les systèmes d'arrosage qui parfois pouvaient être un peu désuets et arroser un peu plus qu'ils ne devraient, c'est une des premières préconisations qu'on demande au golf, c'est de changer leur système d'arrosage et notamment de cibler les zones qui doivent être arrosées et pas plus, et en tout cas pas en extérieur. C'est quoi le statut des golfs? Donc, t'as le golf. Vous avez le golf national, donc la propriété, c'est la fédération. Oui. Les golfs, après, c'est quoi? C'est des structures privées, des structures de collectivités locales? C'est mixte? Il y a de tout. Il y a des golfs qui sont privés. Il y a des golfs qui sont privés plus, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas ouverts au public. Il y a des golfs qui appartiennent aux communes. Il y a des golfs qui appartiennent aux départements. Il y a un peu de tout. Il y a des chaînes de golf. Il y a des golfs qui sont purement associatifs. Donc là, c'est uniquement grâce à leurs membres qu'ils vivent.
Donc il y a vraiment de tout. C'est très varié Ok. et les ressources sont aussi également très variées. Ce qui n'est pas simple du coup pour partager des bonnes pratiques et essayer d'infuser des modèles ou des... C'est pas simple, mais néanmoins, le système reste un petit peu le même. C'est-à-dire que même si au niveau de la direction, ça peut parfois être plus un président qui va avoir de l'impact qu'un directeur, il y a quand même une équipe de terrain et c'est en fait l'équipe de terrain qui va en général le plus impacter le terrain en lui-même. Donc en fait, l'équipe, il y a toujours un intendant, c'est-à-dire qui est un petit peu le directeur du terrain. Et là, dans tous les golfs, il y a un peu ce même système. Vous êtes capable de dire qui sont les plus vertueux dans les golfs municipaux, les golfs publics, les golfs Alors, privés ou les golfs les golfs associatifs? municipaux, justement, ils sont obligés, eux, de ne plus utiliser de produits phytosanitaires ni d'intrants. Donc en fait, potentiellement, ce seraient eux, pour l'instant, les plus vertueux en tout cas. Il faut collectiviser les... Mais il y en a beaucoup qui font énormément d'efforts et c'est à louer. Oui, alors moi c'est plus une remarque qu'une question, mais je tiens à dire que je trouve ça un peu pernicieux la manière dont vous hiérarchisez les enjeux en fait entre agriculture et les JO. Je pense que c'est deux sujets qui n'ont complètement rien à voir. Et on n'est pas sur les mêmes enjeux, justement. L'agriculture nourrit les humains. Je ne sais pas si les JO servent à grand-chose à part à battre des records. Donc je pense que c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Et voilà, je trouve ça assez regrettable quand même d'ignorer presque le sujet là quand on parle juste d'artificialisation des sols, de tout ce qui a été fait et qui ne servirait pas forcément. Voilà. Et les Parisiens qui vont juste être virés de force aussi de Paris, vu les conditions dans lesquelles on va être. Alors, je dis pas qu'il y a zéro impact des Jeux Olympiques en matière d'écologie, d'autant que je me suis concentré sur la question de la biodiversité. En matière d'artificialisation des sols, je constate qu'elles vont être extrêmement réduites, ou alors c'est une artificialisation qui va être pérenne. Je pense notamment à la construction du village olympique qui va rester ensuite pour faire du logement, qu'il soit l'accession à la propriété ou du logement social, dont je ne mesure même pas si au départ, à ma connaissance, on n'était pas non plus dans des zones de Natura 2000. Hein. C'est en Seine-Saint-Denis, donc a priori on était sur des terres dégueulasses et donc on a construit du logement. Donc j'ai du mal à m'inquiéter sur ce point-là. Et encore une fois, sur mon domaine d'intérêt et de travail professionnel, si je regarde sur Paris intramuros, je suis pas dramatiquement inquiet sur l'impact en matière de biodiversité. Je serais moins catégorique sur ce qui se passe sur la compétition de surf, même si je ne sais plus comment ça atterrit dans le lagon, machin, ou sur d'autres compétitions. Ce que je voulais dire, c'est encore une fois, en matière de biodiversité, je nie pas l'importance de nourrir les gens et de l'agriculture. Je dis juste que là, il y a des mesures qui ont été prises qui me paraissent 10 fois plus importantes en matière d'impact sur la biodiversité que ce que vont faire les JO. Et par ailleurs, je n'oppose pas, de la même manière que je n'oppose pas JO et agriculture, je n'oppose pas sport et société et écologie. Parce que, encore une fois, je pense que notre société a besoin de moments de rassemblement. Je pense que ce qui s'est passé à Marseille était extrêmement important. Après ce qui s'est passé depuis des mois et des mois dans cette ville, je pense que c'était extrêmement important que les gens se rassemblent. Mais après, vous avez pu le constater depuis le début de cette table ronde, je suis un peu couillon, un peu naïf, un peu teubé, mais moi j'aime bien les gens qui font la fête, j'aime bien quand les gens se retrouvent, j'aime bien quand il y a des moments où on partage des trucs ensemble, et je pense que dans notre société c'est extrêmement important, et j'ai la faiblesse de croire que, et comme ça je vais répondre à mes camarades là-bas, et j'ai la faiblesse de croire que le sport est encore un endroit où il y a de la mixité sociale. Il y a de la mixité sociale, notamment à travers la variété des prix qui sont pratiqués. Et alors, j'ai malheureusement pas un certain nombre de chiffres. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu un débat au début, c'est qu'ils ont vendu en premier les places les plus chères, de manière à éviter le marché noir.
De ce que j'ai lu et compris, moi j'ai acheté mes places à des prix totalement raisonnables il y a 3 semaines pour les compétitions de rugby à 7. Donc j'ai 25 balles pour les quarts de finale au Stade de France. Bon, alors c'est pas des places de ouf, mais en fait, en fonction de la taille du stade, etc., j'ai le sentiment que les prix pratiqués sont les mêmes que dans les compétitions type Coupe du Monde de football, tournoi à destination et autres compétitions sportives où il y a des catégories de prix. Après, je pense qu'effectivement, une compétition de piscine ou de ping-pong où la salle est 3 fois grand comme ça, il y a moins de place que dans un stade, donc il y a moins de place moins chères que de places trop chères. Mais en tout cas, de ce que je suis sûr, c'est que les prix pratiqués sont les mêmes en moyenne que ceux des autres Jeux Olympiques et globalement des compétitions sportives qui ne sont pas données, des compétitions sportives globalement. Mais peut-être que Martin me contredira avec des vrais chiffres et des vrais arguments. Écoutez, le mixité sociale, je crois que c'est un champ qui est vaste et on en a quelque chose à dire par rapport à ça. Ça dépend aussi du sport. C'est différent pour le golf que pour le foot, j'imagine. Je crois que c'est presque un débat entier, mais je crois que peut-être que je reviens sur la question de biodiversité qui était quand même au centre du débat aujourd'hui. Moi, ce que je retiens aussi pour mes propres recherches, que je n'ai pas donné autant d'attention que j'aurais dû en fait à des questions de biodiversité, juste parce qu'elles apparaissent pas très souvent en fait dans les documents que je lis, que j'analyse. Et je me pose après ce débat aujourd'hui la question pourquoi c'est comme ça. Est-ce que ça pourrait être différent? Comment est-ce que ça pourrait être différent? Et je crois, si je tire des leçons en fait de mes recherches, les Jeux Olympiques changent de la part des villes et de la part des populations des villes. Donc si un héritage de Paris et un héritage positif pourrait être en fait que des questions de biodiversité seront prises beaucoup plus sérieusement pour Milan Cortina 2026, les Jeux d'hiver ou Los Angeles 2028, ce serait un joli héritage et je crois que peut-être qu'on pourrait travailler dessus. Merci pour ce mot qui peut conclure la table ronde et la journée parce qu'on arrive à la fin de la journée, presque 17h. Encore merci beaucoup à nos intervenants, on peut les applaudir.